votre analyse par rapport aux premiers actes posés par la transition? Alors je dirais que c'est encore un acte parce que c'est pas la Guinée renoue avec les transitions. Il y a eu une, principalement après la mort de Sékou Touré en 1984, il y a eu une deuxième à la mort de Lansana Conté. Et là, effectivement, on a aujourd'hui une autre transition, mais qui est différente des autres parce que là, c'est un président qui est issu d'élections, même si les élections étaient contestées, mais qui a été démis de ses fonctions vivant, ce que la Guinée n'avait jamais connu. Donc je pense que c'est déjà une différence fondamentale. Donc la Guinée rentre dans une nouvelle phase de transition et notre souci, en tout cas au niveau du centre, c'est ça que nous on déplore actuellement, malgré les actes qui sont posés. On a la nette impression que les nouvelles autorités ne tirent pas les leçons des échecs de transition passés, parce qu'il faut parler d'échecs. En 1984, M. Lansana Conté a fermé le livre des 26 années de Sékou Touré sans faire la lecture. En 2008, à l'arrivée de Dadis, on a fait la même chose. Là, on espère cette fois-ci qu'avant d'entamer toute action, il faudra bien lire l'histoire de la Guinée pour pouvoir tirer les raisons des échecs. Les premiers pas que les nouvelles autorités ont posés en termes, pour le moment, on ne voit pas d'actes réels allant dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel. C'est des actes, à mon avis, que tout nouveau pouvoir arrive. C'est la libération des détenus politiques, ça c'est très classique, la dissolution des institutions et tout. En termes d'actes, la visite dans les cimetières où il y a les victimes, c'est aussi un acte symbolique. Le fait d'avoir assisté à l'anniversaire de pendaison de 71 au Cambodge, c'est des actes symboliques. La mise à la retraite de nombreux généraux pour pouvoir avoir une forme d'éclaircie dans la hiérarchie militaire, c'est aussi une bonne chose. Mais à mon avis, à date, les vraies actions commençant à rentrer dans la transition ne sont pas encore posées. Notamment, et ça c'est un peu inquiétant, il n'y a aujourd'hui aucun cadre permettant un dialogue entre la classe politique et le CNRD. Et à mon avis, si ce cadre n'est pas mis en place, c'est une porte ouverte à des malentendus. D'autant plus que la société civile, à l'exception aujourd'hui du FNDC, on a l'impression qu'il n'y a plus de société civile en Guinée. Donc il faut absolument qu'il y ait très rapidement un cadre permettant, parce que le CNT encore n'est pas mis en place, mais même si le CNT est mis en place, il faut absolument un lieu où ceux qui gouvernent et ceux qui vont jouer un rôle dans la transition puissent trouver un endroit où ils peuvent au moins échanger. Justement, vous avez parlé d'un point essentiel des actes posés par la junte, en quelque sorte. Une purge interne a eu lieu au sein des forces armées. Si on parle de purge, c'est que tous les généraux ont été mis à la retraite. Est-ce que cela n'est pas un signal fort à votre avis? Non, mais moi je ne parlerai pas de purge. La retraite, c'est un droit. Il faut savoir d'ailleurs que ce n'est pas la première fois qu'on met des gens à la retraite. Quand M. Alpha Condé est venu dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité, il avait mis près de 4000 militaires à la retraite. Là, ce qui est réconfortant, c'est qu'il y avait eu tellement de nominations collectives par des décrets collectifs que l'armée guinéenne s'est retrouvée avec tellement de généraux, c'est-à-dire en fait la pyramide était inversée. Vous avez beaucoup plus de sous-officiers, d'officiers que de militaires du rang. Et au niveau de cette catégorie d'officiers généraux, l'armée guinéenne était dans la sous-région la plus dotée en termes de généraux. Donc je pense que c'était salutaire de mettre ces gens-là qui avaient droit à la retraite, de les mettre à la retraite. Donc je pense que les nouvelles autorités peuvent profiter de cette mise en retraite pour réfléchir sur l'architecture nouvelle de l'armée guinéenne, pour éviter de se retrouver dans le futur avec autant d'officiers supérieurs qui ne correspondent pas aux besoins de l'armée.
Donc c'est salutaire, mais c'est quelque chose qui était, à mon avis, inévitable. Et plusieurs avantages aussi sont liés à ces retraites. On parle de passeport diplomatique, de véhicules sortis d'usine et ainsi de suite, des soins presque à 100% gratuits pour ces généraux. Quelle Alors analyse? autant j'ai salué la mise à la retraite, autant je suis resté dubitatif, comme je pense beaucoup de Guinéens, sur les avantages accordés à ces généraux mises à la retraite. À mon avis, dans un contexte économique difficile, où il n'y a même pas longtemps les étudiants étaient en train de se battre pour réclamer leur petit pécule, et voir qu'on emploie des gens à des généraux qui ne sont pas nécessiteux, parce que mais en Guinée tout le monde sait que ces gens-là, leur poste de responsabilité, dans la durée qu'ils ont mise au sein des forces armées, ils sont à l'abri du besoin, notamment de véhicules. Je ne m'explique pas, sauf peut-être pour des raisons qui tiennent à la junte ou pour calmer plus ou moins la grande muette. Sinon, je ne m'explique pas, notamment par exemple les passeports diplomatiques à des généraux à la retraite et notamment à leurs conjoints. Je ne vois pas l'utilité. Leur doter de véhicules alors qu'ils sont tous pratiquement dotés de véhicules. Donc je pense que je vois là une forme de reconnaissance, mais je n'ai pas les tenants et les aboutissants de ce qui a poussé les nouvelles autorités à leur doter d'autant d'avantages. Mais je pense que c'est très regrettable dans un contexte économique très difficile. Quelque part, nous avions entendu le colonel Doumbouya parler de non-recyclage des anciennes personnalités du pays. Mais par contre, parmi ces généraux à la retraite, certains ont été récupérés. Est-ce rassurant? Alors là aussi, c'est le deuxième acte que j'ai trouvé un peu curieux. Si vous prenez le décret qui crée le Conseil supérieur de défense, je ne pense pas, en le parcourant, qu'il y a des places qui sont réservées autant de généraux. Donc, pour moi, à mon avis, c'est une forme de récompense. Mais ce qui est un peu plus navrant, c'est qu'on retrouve dans ce Conseil supérieur de la défense des généraux qui ont participé à l'accompagnement du troisième mandat qui a été à l'origine, la cause du coup d'État. Donc, prendre un général ou des généraux qui ont participé activement au désordre constitutionnel et les remettre dans une structure qui est censée de conseiller l'État en matière de défense, je trouve cela un peu curieux et maladroit. Le régime de M. Alpha Condé avait, au début à ses débuts, avait avait parlé de changement, des réformes dans l'armée. Mais on a constaté qu'au cours de ces réformes, c'est l'armée qui a repris le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas une tache noire dans la réforme des forces de défense et de sécurité? Mais alors là, ça va, à mon avis, c'est une intéressante question qui va au-delà même du cas guinéen. Au Mali, les militaires se sont incrustés au pouvoir par des coups d'État. Vous vous souvenez, au Burkina Faso, il y a eu au départ de Compaoré la garde présidentielle qui a fait un coup, mais ce n'était pas toute l'armée qui a suivi. Quand on regarde ces trois cas, y compris la Guinée, ça prouve qu'il y a dans ces différents pays un véritable échec de la classe politique. Pour une raison très simple, c'est que si M. Alpha Condé, en revenant sur le cas guinéen, s'il avait respecté la Constitution, parce qu'en fait, dans ces pays, le plus grave, c'est qu'on rédige des constitutions. Les gens pensent que c'est les constitutions qui sont mauvaises. Si vous prenez la Constitution de 2010, elle est sortie du CNT, c'est de l'analyse de l'ensemble des Guinéens, parce que tous les Guinéens étaient représentés au CNT. Qu'elle soit imparfaite, à la limite, je peux comprendre. Mais elle était tout à fait adaptable. Ce qui s'est passé, c'est celui qui était chargé de faire respecter cette constitution qui ne l'a pas respectée. Notamment beaucoup de trucs qu'il n'a pas respecté, la mise en place de la haute cour de justice, ainsi de suite, et la non-limitation, la limitation des mandats, c'est-à-dire qu'il a voulu tripatouiller. C'est exactement ce qui s'est passé au Mali. Donc ces différents coups d'État, l'émergence de l'armée dans le pouvoir politique en Afrique s'explique par l'échec du politique en Afrique. D'accord, aujourd'hui nous sommes dans une transition.
Le spécialiste que vous êtes voudrait combien de temps pour la durée de cette transition? Parce que les autorités ne se sont pas encore définies. Alors moi, j'étais toujours aussi dubitatif quand j'entends des acteurs politiques dire la transition, il y en a qui parlent de 5 ans, 3 ans, 15 mois, 30 mois. Je pense que c'est de prendre le taureau je dirais même par les mauvaises cornes. On ne peut pas, pour fixer la durée de la transition, il faut déjà poser les actes qu'il faut faire au cours de la transition. Et à mon avis, un gouvernement de transition ne peut pas s'occuper de beaucoup de choses, notamment quand j'entends dire, et au Mali ils font la même erreur actuellement, un gouvernement de transition ne peut pas parler de refondation de l'État. Ils peuvent à la limite jeter les bases, mais il appartient à un gouvernement constitutionnellement élu, c'est-à-dire mis en place, de parler de refondation. La refondation de l'État, c'est quelque chose qui est pérenne, c'est-à-dire un État se reforme de façon permanente. Donc on ne peut pas imaginer, c'est uniquement au cours d'une transition qu'on peut refonder l'État. Je pense aussi que c'est une erreur s'ils rentrent dans des projets de développement, parce que quand vous prenez par exemple des projets infrastructurels, c'est-à-dire des projets de développement, c'est des projets qui sont à long terme. Le rôle d'un gouvernement, d'une équipe de transition, c'est de se limiter, à mon avis, de mettre en place un processus électoral transparent, fiable, permettant le retour de l'ordre constitutionnel. Donc la première tâche, c'est d'organiser des élections. Ce processus, il prendra combien de temps? Il faudra mettre sur la table les différentes étapes, notamment le recensement. Est-ce qu'il faut profiter de l'occasion pour faire un recensement global de la population qui n'a rien à voir avec un recensement électoral? Je pense qu'ils n'auront pas le temps de faire un recensement de la population. Par contre, ils peuvent faire une politique électorale, un recensement électoral, c'est-à-dire prendre le fichier qui existe, le nettoyer, enlever les doublons, recenser ceux qui aujourd'hui ne sont pas recensés et qui ont le droit de voter et qui ont l'âge de voter. Mettre en place l'organe qui sera censé de conduire ces élections. Alors là, c'est une question fondamentale parce que tout le monde se focalise sur la CENI. À la limite, moi je l'ai toujours dit, à la limite, dans un processus électoral transparent, on n'a pas besoin d'une CENI. Je vais vous expliquer pour une raison très simple. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Les contestations électorales, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire les gens vont voter au niveau des bureaux de vote. C'est au niveau, si vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé ici en Guinée, c'est au niveau des PV que ça pose problème. Parce que qu'est-ce que Alpha Condé et la CENI passée ils ont fait? Normalement, on ne doit commander des CV qu'au vu du nombre d'électeurs qui sont dans le fichier. Et on peut commander une petite marge à côté de PV au cas où il y a des déficits. Mais ce qui se font souvent dans les pays d'Afrique francophone notamment, on commande le double des PV des électeurs, du fichier. Ça permet quoi? C'est-à-dire, on dit aux sous-préfets dans le coin, c'est-à-dire notamment les CACV, les CEPI, si vous mettez, on donne des CV qui correspondent au bureau de vote, mais on met à côté d'autres PV qui, eux, sont pré-remplis. Donc, si les électeurs sont recensés sur un fichier transparent, si on s'assure que dans tous les bureaux de vote, tous les acteurs sont représentés, y compris société civile, les parties prenantes au processus sont présents et que les résultats sont annoncés bureau de vote par bureau de vote, les PV affichés et on supprime les CACV, les commissions de centralisation. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'une CENI pour organiser des élections. Maintenant, qu'à cela ne tienne, si on veut absolument une CENI, elle peut être politique ou pas politique, mais si le processus est transparent, il n'y a pas de problème. Donc si on met toutes ces étapes-là, elles prendront combien de temps? Est-ce que c'est 2 mois? C'est 3 mois? Moi, je n'en sais rien. Et puis après, il faut annoncer les résultats et organiser les élections. Est-ce qu'il faut coupler toutes les élections ou est-ce qu'il faut les séquencer, commencer par les locales, les législatives, les présidentielles? Je n'en sais rien. C'est après avoir mis tout ça sur la table qu'on peut dire la transition prendra 15 mois ou 16 mois. Moi, je suis effaré d'entendre des hommes politiques dire, comme le Bloc libéral, 5 ans. Mais 5 ans, ce n'est plus une transition. Alors, parce que je comprends sa démarche, c'est-à-dire, quand il dit 5 ans, il faut que l'équipe qui est au pouvoir actuellement dans le cadre de la transition refonde complètement l'État guinéen. On change même de régime politique. Dans ce cas, on n'est plus dans une transition. Parce que c'est un gouvernement
légalement installé qui peut rentrer dans ça. Nous on a fait, personnellement, au niveau du centre, transmis des recommandations très claires à la junte en disant on risque de retomber dans la transition de 2010 si le CNRD va dans le sens de multiplier des actions à mener. C'est uniquement stabiliser le pays, installer un processus, un mécanisme électoral non contestable. S'ils sortent de ces deux schémas, je crains fort qu'il y ait un accrochage entre les acteurs politiques, la société civile et le CNRD, et on retombera sur ce qui s'est passé en 2010. D'accord, vous parliez effectivement d'une CENI technique ou politique. À part cette entité-là, quelle autre entité peut alors gérer les élections? Non, mais normalement, ça dit que, je disais, ça dit si les bureaux de vote sont installés, si la société civile, les acteurs sont présents et que les résultats sont annoncés bureau de vote, par exemple, on peut à la limite même, c'est-à-dire que si l'administration électorale elle est neutre, parce que le problème dans ces pays d'Afrique, pourquoi on a mis les CENI? C'est parce que l'administration est politisée, c'est-à-dire que tout le monde sait que les fonctionnaires, que ce soit au Mali ou en Guinée, participent à appuyer le pouvoir en place. On a vu en Guinée ici des préfets, des gouverneurs, des secrétaires généraux, des DAF qui sont partis faire campagne pour le parti au pouvoir. Ça ne date pas de M. Alpha Condé, au temps du PIP, c'était la même chose. Au temps de Sékou Touré, pareil. Donc si l'administration est neutre, c'est le rôle d'une administration, un fonctionnaire, il doit être neutre. Si l'administration électorale est neutre, c'est-à-dire l'administration du territoire, si les bureaux de vote sont installés, le fichier est transparent et le contrôle du vote est fait de façon légale et déployé d'une façon transparente, on n'a pas besoin d'une CENI. Maintenant qu'on a besoin d'une CENI pour organiser les élections, je pense que cette CENI devrait se limiter à l'organisation, c'est-à-dire l'équipement des bureaux de vote et à la limite vers la fin la centralisation. Si les résultats sont annoncés bureau de vote par bureau de vote, y compris la presse a un rôle fondamental à jouer là, c'est-à-dire elle peut participer à l'annonce des résultats bureau de vote par bureau de vote pour éviter même des contestations. Donc la CENI, dans ce cas-là, si ce schéma est accepté, on peut faire une CENI, qu'elle soit politique ou technique, peu importe, mais son rôle sera vraiment d'équiper, d'organiser, pas de participer au bureau de vote comme ça s'est passé, en un dépouillement, en centralisant. Vous imaginez, vous prenez des résultats qui sortent de Zérékoré, ça prend 2 jours ou 3 jours pour arriver à Conakry. Qu'est-ce qui vous garantit que durant le trajet, les résultats, les PV ne sont pas inversés? C'est ce qui s'est passé dans beaucoup de centres de vote. Je pense qu'il faut absolument que, et là l'accompagnement peut être à la fois des institutions internationales, et la CEDEAO a commis souvent cette erreur, y compris l'Union européenne, en envoyant des observateurs. Moi j'ai été observateur au Congo en 2018. Ça ne sert à rien des observateurs électoraux parce que le processus, il faut le surveiller, il faut le suivre en amont, c'est-à-dire au moment de l'installation des bureaux de vote, la distribution des PV. Parce que moi, vous êtes électeur, vous arrivez dans un bureau de vote, mais c'est normal, si le vote se passe bien, vous allez dire le vote s'est bien déroulé. Mais vous ne savez pas qu'à côté, dans une chambre, dans le bureau du préfet, il y a déjà des PV qui sont pré-renseignés. Il suffit de changer les urnes qui sont déjà ficelées par une autre urne qui est déjà là. L'observateur qui vient dans le bureau de vote, il va s'apercevoir que tout le monde a fait la queue, les gens ont émargé, ils ont bien voté, et puis il se limite là. Il a oublié, il ne sait pas qu'en amont, tout a été déjà biaisé en avance. Donc je pense que même la CEDEAO, sur ce terrain des processus électoraux, elle doit revoir son logiciel. Votre message à l'endroit des Guinéens, particulièrement de la junte? Alors, moi j'ai 2 préoccupations et qui m'inquiètent plus ou moins. Je comprends l'euphorie de dire quand il y a des autorités qui arrivent, tout le monde est content et puis tout le monde accompagne. Je pense que c'est même mauvais pour le CNRD qu'il n'y ait pas d'autres acteurs qui sont là pour faire l'effet de miroir. Et c'est là l'importance de la société civile. C'est là pourquoi je recommande au FNDC de rester sur une position de veille. D'abord de s'abstenir de participer à la nouvelle équipe gouvernementale, parce qu'on ne peut pas être juge et parti, et surtout rester dans ce cadre de veille, parce que c'est Front National de Défense de la Constitution. D'aucuns leur diront, non, maintenant, vous n'avez plus de votre raison d'être, parce que c'est fini la Constitution. Non, la Guinée sera toujours dotée d'une Constitution. Donc actuellement, c'est la seule entité, à mon avis, qui peut faire effet de miroir. Donc il faut absolument qu'il y ait une coalition de sociétés civiles autour du FNDC. Ce n'est pas pour contester ce que le CNRD, mais c'est pour les regarder
les fixer pour qu'ils puissent ne pas faire, pour les empêcher. Parce que vous savez, le pouvoir, c'est comme une drogue, hein. C'est-à-dire on prend goût vite, et notamment dans nos pays où tout est concentré autour d'un homme, il nomme à tous les emplois civils et militaires, il a tous les honneurs, donc on tombe facilement dans l'autoritarisme. Et pour éviter ça, il faut absolument qu'il y ait une société civile à côté qui serve de veille, de miroir, afin d'empêcher que le CNRD fasse tout ce qui lui passe par la tête. Et c'est un des messages principaux que je peux faire moi à la société civile guinéenne, c'est d'être vraiment cette fois-ci très vigilant pour ne pas qu'on